Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Le lundi passé, le Mali a fêté le 59e anniversaire de son armée. C'est l'occasion pour nous ce soir de revenir justement sur l'histoire de cette armée, surtout à travers la commémoration de son anniversaire le 20 janvier. Notre thème de ce soir est donc les leçons du 20 janvier avec M. Daouda Tekete, journaliste écrivain, auteur de plusieurs publications, dont Modibo Keïta, portrait inédit du président. Monsieur Tekete, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous que je dis merci aussi. Merci beaucoup. Notre second invité est Monsieur Birahim Soumaré, spécialiste des relations internationales, diplômé de l'IRIS, Institut des relations internationales et stratégiques de Paris, président du Moucham, Mouvement pour l'unité et le changement au Mali. Monsieur Soumaré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci surtout à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Notre troisième invité est pris dans un bouchon, mais il sera là d'un moment à l'autre. Il s'agit de M. Mamari Biton Koulibaly, économiste, chercheur, porte-parole de Philadelphia Kibaru. Quant à vous, mesdames, messieurs, installez-vous confortablement. Nous partons pour une heure d'échange avec nos invités. Monsieur Tekete, nous parlons d'armée, nous parlons de 20 janvier. Pouvez-vous nous parler du contexte historique qui a prévalu à la création de l'armée, surtout à travers les facteurs endogènes et exogènes? Très bien. Merci. Je dirais d'abord que, en ce moment précis, j'ai une pensée pieuse vers tous ceux qui sont engagés au prix de leur vie pour faire en sorte que le Mali soit un pays connu sur le plan international du point de vue de la souveraineté nationale et internationale. Le 20 janvier, en fait, 1961, n'est pas en réalité la date de création de l'armée. L'armée malienne est née le 1er octobre 1960. Et son premier défilé, pour montrer au monde entier que désormais le Mali indépendant a son armée, constitué exclusivement des citoyens maliens, des enfants du Mali. Ce défilé a eu lieu le 12 octobre 1960. À l'époque, le ministre de la Défense était Madela Keïta. En fait, le 20 janvier a plutôt une signification politique qui s'inscrit dans le cadre du combat mené, je dirais même des siècles, par le peuple malien pour asseoir sa souveraineté. En effet, c'est le 20 janvier 1961 que le président Modibo Keïta, officiellement, a signifié à l'ambassadeur de France la volonté inébranlable du peuple malien d'assumer sa propre sécurité à partir d'une armée constituée exclusivement par les enfants du Mali. Donc, la portée symbolique du 20 janvier se situe dans ce cadre-là. Un acte posé dans le sens de la consécration de la souveraineté nationale du Mali. Et nous en sommes arrivés là, pas par hasard. Je dirais en parlant de cela que j'ai la conviction profonde que rarement en Afrique, le combat pour la souveraineté nationale des peuples africains et contre la balkanisation de l'Afrique n'a été mené avec autant d'engagement et de conviction que sous la première République du Mali dirigée par le président Modibo Keïta. Souveraineté nationale parce que notre peuple n'a jamais baissé le bras face à l'invention extérieure. Le Soudan, héritier d'empires millénaires qui ont fait montre au continent et au monde entier du sens de dignité et d'honneur. Donc un Soudan, héritier de ces empires, comme l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Songhai, où des gens ont fait toujours montre dans leurs actions de tous les jours qu'ils ont le sens de l'honneur et de la dignité. Pouvait-il être autrement le 20 janvier 1961 que de poser un acte qui va dans le sens de s'assumer pleinement et entièrement du point de vue de la souveraineté et de la dignité? Alors voilà pourquoi le 20 janvier est fêté depuis 1961 avec autant d'éclat. Sinon, en réalité, la création de l'armée malienne remonte plutôt au 1er octobre 1960. Voilà donc ce que je peux dire d'entrée de jeu par rapport à ta question. D'accord, mais toujours est-il que je voudrais rester alors, dans la période
dans la période de pré-création de l'armée. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler en fait des facteurs alors, endogènes, exogènes, alors qui nous ont conduits à la création de l'armée? Absolument. Donc, je dirais à ce niveau-là que, évidemment, on va rester dans le contexte du débat. Mais nous devons éviter de donner l'impression au monde entier et à nous-mêmes que notre histoire ne remonte qu'à notre contact avec les puissances qui nous ont colonisés. Bien avant cela, nous avons eu des formes d'organisation sociopolitiques qui, en leur temps, ont été les mieux structurées du monde entier. Je vais faire allusion, par exemple, à l'empire pharaonique de l'Égypte antique. Je fais allusion à l'empire du Ghana. Je fais allusion à l'empire du Mali. Je fais allusion à l'empire Songhai, le royaume Peul du Massina, etc., etc. Donc, toutes ces organisations sociopolitiques se sont constituées à partir d'un terreau, d'une certaine spiritualité qui a fait que nous n'avons pas, et il faut le dire sincèrement, nous n'avons pas la même vision que ceux qui nous ont colonisés. En fait, pour évidemment rester dans le contexte du débat et remonter à votre question, je dirais que Modibo a estimé avec ses compagnons de lutte que pour asseoir la souveraineté nationale, indispensable à l'engagement du peuple malien pour lutter contre la balkanisation de l'Afrique, il fallait une armée qui nous permette d'aller dans ce sens-là. Donc la lutte contre la balkanisation de l'Afrique suppose qu'effectivement, on ait pris conscience du fait que l'Afrique est balkanisée. Et depuis quand et pourquoi? Cette balkanisation, je le dirais, en remontant un peu à une période historique relativement récente, je dirais que ça remonte à la conférence de Berlin, qui s'est tenue en Allemagne du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Comment est-on arrivé, les puissances colonisatrices sont arrivées à la nécessité de tenir une telle conférence? Parce qu'en amont, la balkanisation, le partage de l'Afrique n'a pas commencé en fait avec la conférence de Berlin. En amont déjà, les puissances colonisatrices avaient morcelé le territoire du continent entre les différents pays colonisateurs. C'est ainsi que je peux rappeler brièvement certaines dates. Déjà en 1830, la France avait annexé l'Algérie, le Sénégal, progressé progressivement à partir du Sénégal vers l'intérieur, l'interland que constituent nos pays. Bon, au début c'était au Sénégal, Niger, mais qui a été morcelé ensuite entre Soudan français, Niger, Burkina Faso, et Haute-Volta, etc. Ça c'était déjà en 1830. Mais en 1884, elle a occupé la Guinée. Et en 1882, le Royaume-Uni, si vous voulez, autrement la Grande-Bretagne, qui en fait n'est pas seulement que le Royaume-Uni, mais quand on dit Royaume-Uni, il y a la Grande-Bretagne aussi qui fait partie. Donc, elle a occupé l'Égypte, pour ensuite s'étendre un peu vers le Soudan et le territoire qu'on appelle aujourd'hui Somaliland. Ça, c'était déjà en 1882 par le Royaume-Uni. Et en 1884, l'Allemagne a officiellement déclaré qu'elle a pris possession du Togo, du Cameroun, du sud-ouest africain, qui est l'actuelle Namibie, et de ce qu'ils ont appelé en 1885, la dernière possession prise par l'Allemagne en Afrique en 1885, c'était ce qu'ils appelaient l'Afrique orientale allemande. Et ça, c'est en réalité le Tanganyika et le Zanzibar, qui sont devenus aujourd'hui, qui sont unifiés pour donner la Tanzanie. Mais en fait, tout cela s'est fait pas seulement de façon pacifique. Il y avait des luttes, des contradictions entre elles. Chacune des puissances voulait avoir plus de territoire et exploiter de façon plus judicieuse, conformément à leurs intérêts, les ressources de ces territoires-là. Donc ça a créé des conflits entre eux. Et c'est comme ça que, précisément de 1874 à 1877, un explorateur belge du nom de Henry Stanley a remonté le bassin du fleuve Congo. Donc, au moment où il faisait son exploration dans le bassin du fleuve Congo, le roi belge Léopold II a envoyé aussi une expédition et s'est rendu compte de l'immense possibilité économique que recèlent ces territoires-là. Donc il a organisé une conférence qu'ils appellent conférence géographique en 1876, au cours de laquelle conférence il a demandé à une expédition d'aller davantage vers l'exploration du bassin du Congo.
cette exposition étant faite, alors, en 1878, ils ont créé une association, les Belges, le roi Léopold, une association appelée Association internationale africaine. Et cette association maintenant avait pour but, secrètement, de travailler dans le sens de la création d'un État indépendant congolais sous la domination de la Belgique. Maintenant, quand ils ont vu que l'exploration est faite aussi par Stanley, ils ont demandé à Stanley de se joindre aux activités de cette association internationale. Au même moment, le Portugal, effectivement, au nom d'un traité qu'il avait signé avec l'empereur du royaume de l'Empire du Congo, a estimé que avait estimé que les Belges n'avaient pas à venir dans le territoire qui est portugais. Alors, donc la contradiction est née entre ces deux puissances. Maintenant, pour éviter le clash, le Portugal a demandé à ce qu'il y ait une conférence internationale qui va statuer sur le sort de ces territoires-là du royaume de l'Empire du Congo. D'où la conférence de Berlin. Pas d'abord. Et c'est maintenant cette initiative du Portugal qui a été prise par Bismarck, Otto von Bismarck, de l'Allemagne, le chancelier allemand, pour organiser une conférence. Et cette conférence a d'abord débattu de la division, de la partition des Congos. C'est-à-dire le Congo, à l'époque, l'Empire du Congo regroupait les deux Congos actuels et l'Angola. Donc, à la suite de cette rencontre, la partition du Congo a été faite entre le Portugal et la Belgique et la France. Donc, c'est comme ça que la Belgique a bénéficié de 2 500 000 km² que constitue actuellement le Congo, la République démocratique du Congo, la France de 500 000 km² que constitue maintenant le Congo-Brazzaville, et l'Angola qui a été donné au Portugal. Maintenant, donc, ça c'est à partir de cela que la conférence a été convoquée et s'est tenue précisément du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, où maintenant les puissances colonisatrices en Europe se sont organisées pour partager et entre leurs différents intérêts le continent africain. Et c'est pourquoi, avant que cela n'arrive, en 1876, les puissances colonisatrices n'avaient occupé que 10,4% du continent africain. Mais, après la conférence de 1885 à 1900, cette occupation est passée de 10,4% du territoire du continent africain à 90,7% du continent. Donc voilà comment la balkanisation a été faite. Maintenant, cette balkanisation a fait en sorte que les Africains ont compris par la suite, peut-être que nous allons l'aborder un peu plus en détail, qu'il est nécessaire que nous nous organisions aussi à partir de notre propre force, compter sur notre propre force pour lutter afin d'asseoir d'abord notre souveraineté nationale, se regrouper ensuite pour lutter contre la balkanisation de l'Afrique. Des pensées comme Modibo sont nées dans ces contextes historiques. Merci, M. Tekete. M. Soumaré, alors M. Tekete vient de nous parler du contexte qui a prévalu à la création de nos armées en Afrique. Mais quelles sont les nécessités historiques et réelles en fait, qui ont abouti à la création de l'armée malienne? Voilà, alors, suite à ce que M. Tekete vient de dire, je m'incline devant la mémoire de tous nos soldats, maliens, étrangers, qui ont perdu la vie au Mali suite aux événements que nous connaissons. Alors, effectivement, il a fini par 1900. Vous savez, le 7 juillet 1900, c'est la création de ce qu'on appelle l'armée coloniale, la force noire. Donc, c'est pour ça que vous allez voir qu'après, comme il a dit, les territoires vont commencer à être occupés. Mais le plus important pour moi, dans la dynamique de notre ami, vous savez, 1632 déjà, les Européens, les Français principalement, sont à Saint-Louis. C'est la colonisation. Ensuite, ils vont remonter à l'intérieur, et surtout grâce à Louis Fédère. Et à partir de là, ils vont créer ce qu'on appelle le mouvement des tirailleurs sénégalais, le 12 juillet 1857.
Alors, avec ce groupement de tirailleurs sénégalais, ils vont commencer à organiser ce qu'on appelle la pénétration dans notre Soudan et en Afrique également. Alors, cette période est importante parce que d'abord, on est sur le Second Empire et dans cette période-là, la société française sent le besoin de se tourner vers les pays d'outre-mer. Et cette colonisation va se faire de façon séquencée. Alors, on a d'abord le groupe des tirailleurs sénégalais. Ils vont se retrouver à Médine. Ils vont faire le fort de Médine. Il y aura une résistance, une de nos résistances laborieuses, glorieuses. C'est la résistance de El Hadj Omar Tall. Ensuite, ils vont continuer, ils vont descendre. En 1883, 81 déjà, ils vont faire Bamako. Mais 83 déjà, vous avez ce qu'on appelle le fleuve. Le fleuve, on est sous le régime du fleuve Sénégal dans ce temps-là. Et ensuite, on va progresser jusqu'en 1890 pour voir le non-Soudan. Ils vont avoir entre cette période et 1890, le 7 août 1890, c'est déjà ce qu'on appelle le Soudan. Ils disent eux-mêmes le Soudan. Le Soudan par rapport au Sénégal. Alors, à partir de là, on a un gouverneur, un lieutenant-gouverneur, qui est de Trintignant, qui est lieutenant-gouverneur, donc qui dépend de Saint-Louis, qui dépend donc de Faidherbe. Et à partir de cette période-là, c'est une période aussi assez importante, parce que vous savez que jusqu'en 1899, le Soudan est entier. Le 17 octobre 1899, on démembre le Soudan. Alors, c'est pour ça, nous, lorsqu'on a cette frontière et qu'on est dans la diplomatie ou dans l'armée, c'est assez sensible, ce que je viens de dire. Alors, donc, vous allez voir, au niveau de Odjedé, Sigiri, j'en passe les meilleurs, donc, il y a eu ce qu'on appelle le démembrement du Soudan. Alors, maintenant, on va revenir, le colonialisme, c'est pour vous montrer le degré de résistance qu'il y avait dans ce pays-là, dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest, avec des Tcheba, Babemba, Samori Touré, et même il y avait des gens comme Alboury Ndiaye, des rois qui sont même descendus pour prêter main forte à Amadou Sékou. Alors, à partir maintenant de 1892, nous avons ce qu'on appelle la Séné-Gambie-Niger, c'est-à-dire que notre territoire là s'appelle Séné-Gambie-Niger. Et ensuite, en 1904, ça devient maintenant le Haut-Sénégal-Niger. Alors, on retrouvera le nom Soudan que le 4 décembre 1920. Après, le 24 novembre 1958, maintenant, suite au référendum du 28 septembre 1958, on sera République du Soudan. Bon, mais ce que, vous savez, pour prendre l'armée malienne, il y a les causes lointaines et les causes immédiates. Alors, dans les causes lointaines, donc je vous ai parlé des tirailleurs sénégalais, qui ont été un peu partout. Ils sont plus soudanais que sénégalais d'ailleurs, c'est un générique, le tirailleur sénégalais. Et ils ont été à la pointe de tous les combats de l'armée française, que ce soit en Occident ou ailleurs, en Indochine, un peu partout. Surtout dans le cadre de l'armée coloniale. Alors, cette période-là a fait en sorte que nous avons eu déjà qu'on avait une culture de guerriers au niveau du Soudan, parce que la colonisation soudanaise, ce n'est pas la colonisation des pays des côtes, où ça s'est fait de façon commerciale et puis, disons, de façon moins violente, entre parenthèses. Ici, il y a eu de la résistance partout, dans toutes les séquences. C'est pour ça qu'on avait un gouvernement militaire ici. Donc ça, c'est important à savoir. Et parmi nos militaires maintenant qui vont venir constituer l'armée malienne,
ils sont revenus suite à l'appel du 15 février 1959 que Modibo a fait au capitaine Pinana Drabo. D'ailleurs, il y a une chose qu'il faudrait qu'on vous dise également, c'est que le grade de capitaine, en ce temps-là, n'était pas permis. Il a fallu un certain Mamadou Racine Sy, en 1883, pour que le président Jules Grévy signe un décret pour accepter que des Africains, des indigènes, puissent avoir accès au grade de capitaine. Donc, vous comprenez, le premier... Au sein de l'armée française. Au sein de l'armée française. Okay. Et ça, c'est depuis 1883. D'accord. Hein? Alors, maintenant, vous allez voir que lors de notre indépendance, les plus gradés avaient le grade de capitaine. Hein? Alors, ceux qui avaient un grade un peu plus supérieur, ça c'est pour des histoires de naissance, c'est les 4 communes, Saint-Louis, Gorée, Rufisque, etc. Alors, lorsque le président Modibo Keïta, dans l'antre de la Fédération du Mali, fait appel au capitaine Pinana Drabo, qui se trouve à Madagascar, pour lui demander de rejoindre le pays, alors qu'on est en pleine Fédération du Mali, ça veut dire que déjà, il avait la vision, en tous les cas, il avait ce soupçon réel qu'il était nécessaire qu'au niveau du Soudan, parce que c'est la République du Soudan, n'oubliez jamais ça, qu'au niveau de la République du Soudan, qu'une organisation, qu'un embryon d'armée nationale puisse se constituer. Pourquoi? Parce que la conception que les Soudanais avaient de cette armée était une conception assez particulière. Vous savez, il y avait les accords du 22 juin 1960 entre la France et la Fédération du Mali, qui faisait qu'il y avait toujours des bases de l'armée française au niveau de la Fédération du Mali. Mais il se trouve que dans le commandement même, les autorités soudanaises de la Fédération du Mali ont considéré qu'il fallait accélérer l'africanisation de cette armée. Le haut était toujours en possession des métropolitains, alors qu'une armée, pour qu'elle soit une armée fédérale et réelle, encore faut-il que le commandement soit en adéquation avec la troupe. Alors, lorsque les contradictions se sont révélées assez fortes, pour ne pas dire irréversibles, il a dû donc tout de suite prendre les devants et faire appel à tous nos cadres, tous nos soldats qui exerçaient aussi bien en Algérie, à Madagascar. Bon, à Madagascar, il y avait Kélétigui, il y avait Pinana, il y avait le capitaine Sékou Traoré, notre premier chef d'état-major. Et un peu partout, en Algérie, on avait aussi des gens là-bas. Hein, en Indochine. Donc, il a fait appel à tout ce monde-là pour constituer notre armée. Pourquoi? Parce que l'épisode, déjà, de la Fédération du Mali, bon, on dit de l'éclatement, certains disent ça rupture, je préfère le mot rupture. Bon, l'épisode de la Fédération du Mali était là pour lui enseigner, pour lui donner, disons, de façon rétrospective, raison. Puisque, comme vous le savez, l'armée fédérale était composée de soldats ayant exercé dans l'armée coloniale. Parmi ceux-là, il y a des Sénégalais, il y avait des Soudanais. Et quand il s'est agi maintenant de constituer cette armée-là, bon, comme je vous ai dit tantôt, les velléités ou bien les contradictions en ce qui concerne l'option et la forme d'organisation de cette armée faisaient que, quelque part, des contradictions pouvaient apparaître et pouvaient même casser la dynamique de création de cette armée. Bon, mais... Alors, il fallait faire quoi? Alors, ils l'ont fait, hein. Ils ne se sont pas cassés la tête.
ils ont choisi le colonel. Ils ont demandé à tous les officiers d'amener leur pédigré. D'ailleurs, c'est symptomatique, ça s'est fait ici à Bamako. D'amener tout leur pédigré, enfin, et puis on allait choisir maintenant, puisqu'ils sont tous de la coloniale. On ne se casse pas la tête. Il y a les Toubabs, ils sont là, ils nous diront qui est qui n'est pas qui. Voilà. Alors, donc, c'est ainsi que le colonel Soumaré a été choisi, puisque, bon, il y avait deux colonels, hein, il y avait Amadou Fall et puis le colonel Soumaré. Mais dans l'armée, c'est toujours le plus ancien dans le grade. Hein. Ils avaient le même grade. Alors, ça aussi, ça a été... On dit que c'est un des prétextes. Moi, je ne crois pas. Je crois que ce qui a fait véritablement le problème, c'est la conception, la doctrine, la démarche qu'on devait assigner à cette armée. Oui, mais justement, quelle était cette doctrine? Alors, cette doctrine, j'allais le... un peu vite. D'accord. Voilà. Alors ça, maintenant, c'est dans le cadre de notre armée nationale. Parce que là, la Fédération du Mali, ça va éclater. Hein, le 19 août, dans la nuit du 19 au 20 août, on ne parle plus de Fédération du Mali. Alors, donc maintenant, on vient maintenant dans la République du Mali. Hein, on sort donc... il y a le transfert des compétences. Hein, la République du Soudan donne transfert à la République naissante du Mali, l'Assemblée nationale, etc. Les anciens combattants, les travailleurs, la société civile avec Sané Boussa Diallo, fondateur, responsable du PAI ici, hein, au Soudan, la députée Awa Keïta, les capitaines Sékou Traoré, Pinana Drabo, Bala Kone, numéro 1, Modibo leur assigne comme mission de réfléchir maintenant à la structuration réelle de l'armée nationale de la République du Mali. Alors, c'est pour dire une chose, que notre histoire militaire est tellement riche qu'on peut utiliser toutes sortes de dates comme date de création. D'accord. Hein, puisque ça, c'est voilà l'aspect populaire de cette création. Oui, mais toujours est-il que nous avons besoin de savoir, à la création, quelle était la mission de l'armée? La mission de l'armée, maintenant, sa vision, on va pouvoir le faire au niveau de la République du Mali. On n'a pas pu le faire au niveau de la Fédération. Alors, sa vision est très simple. Une armée au peuple. L'armée, je vous rappelle le nom. Armée nationale, populaire et révolutionnaire. Juste le nom vous signifie l'orientation. Alors, c'est une armée qui était attachée au peuple, parce que c'est une armée qui a fait Dien Bien Phu le 7 mars 1954. C'est une armée qui a connu l'insurrection à Madagascar en 1947. C'est une armée qui a connu la guerre d'Algérie jusqu'aux accords d'Évian de 1962. Donc c'est une armée qui connaît ce que c'est que la volonté populaire. C'est des dirigeants militaires et politiques qui savent qu'on ne peut bâtir une armée en dehors du peuple. Donc c'est une armée totalement populaire, mais techniquement qui embrasse également les canons de la modernité militaire. Sauf qu'elle a rompu avec la conception classique de l'armée qu'on va retrouver dans tous les pays de la sous-région. Merci, Monsieur Soumaré. Mesdames, Messieurs, je vous l'avais annoncé, notre troisième invité est Monsieur Mamari Biton Koulibaly, qui a pu finalement rejoindre le plateau. Monsieur Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous allez bien? Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci. Vous êtes économiste, chercheur, porte-parole de Philadelphia Kibaru. Oui. Alors, comparé à Monsieur Tekete et à Monsieur Soumaré, alors moi, je trouve que vous êtes trop jeune. Alors, vous êtes là aujourd'hui en écoutant toute cette page d'histoire sur l'armée malienne. Alors, que vous inspire aujourd'hui cette histoire de notre armée? Bon, et je répète, je tiens à vous remercier de toute votre gentillesse. Et je remercie mes pères, parce que ce sont mes pères aussi. Hein. Oui, effectivement, vous avez raison, je suis jeune. Je remercie d'être à côté d'eux, apprendre tous les jours. Bon, par rapport à ce qu'ils viennent de dire, moi, ma vision, elle est très simple. Hein. Je ne veux pas répéter ce qu'ils ont dit, mais prenons
Bon, en analysant ce qu'ils ont dit, vous allez tout de suite vous rendre compte que pendant toute cette période-là, vous n'allez jamais entendre de scandale financier là-bas. Les dirigeants savaient exactement qu'est-ce qu'il fallait organiser pour leur peuple. Et ce peuple était là à répondre aux appels de leurs dirigeants. Il y avait de l'harmonie, il y avait la discipline, il y avait le sens du patriotisme, tant au niveau de l'élite qu'au niveau des peuples. Et venons jusqu'à ce stade, aujourd'hui, vous allez voir que les choses sont complètement le contraire. Donc, nous, la nouvelle génération, on est un peu perdu entre les deux. Parce qu'on dirait que nous n'avons pas vécu d'histoire comme les gens ont tendance à nous faire croire, alors que tout est parti de chez nous. Donc, dans cet élan-là, souvent, il est très important, parmi nous les jeunes, de bien s'informer et de démarcher nos parents qui sont là en train de nous dire la réalité. Parce qu'au fait, la réalité nous a été cachée. Moi, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à tout de suite avec mes parents. Et par rapport juste au premier président qui n'est pas très loin, un grand-père, on nous a caché toute cette histoire-là. Et il fallait que toi-même tu te débrouilles pour savoir d'où tu viens et comment les choses étaient et pourquoi nous sommes tombés aujourd'hui aussi bas. Et étant jeune, souvent tu deviens vieux avant d'être même vieux. Parce que vous voyez, c'est trop étonnant. Voir que ce grand empire, avec ces grands hommes, ont évolué, ont résisté jusqu'ici. Et directement, nous sommes juste la deuxième génération. Hein. La première génération vient, paf, avant d'arriver à la deuxième, les choses tombent comme si elles n'ont jamais existé. Donc, ce qui nous inspire, pour répondre à votre question, c'est de lancer encore plus d'appels à la jeunesse, que nous avons vraiment du chemin à faire. Et la chance pour nous, c'est que même si on veut, on n'a pas beaucoup à réfléchir, parce que le chemin a été déjà tracé. Maintenant, les gens ont essayé d'effacer, mais la trace existe toujours. Il faut être un peu juste courageux. Et pour revenir sur ça, en ce moment, nous pourrons faire sortir le pays, ou bien le continent, de là où nous sommes aujourd'hui. D'accord. Merci à M. Koulibaly, M. Tekete. Alors, M. Soumaré vient de nous parler du nom de l'armée, Armée nationale populaire et révolutionnaire. Alors, avec quel but cette armée? Très bien. Je pense que pour parler du but qui était assigné à cette armée, il faut partir de certains repères historiques. Déjà le 4 avril 1960, les accords ont été signés entre la France et la Fédération du Mali dans la perspective de l'indépendance de cette fédération. Et au nom de ces accords, alors, il y avait des compétences à transférer de la France à la Fédération. Et parmi ces compétences, il y avait que certaines structures de l'armée l'armée française qui se trouvait dans chacun de ces deux territoires, certaines de ces structures vont être transférées à ces territoires-là. Parce que l'indépendance de la fédération, ipso facto, signifiait aussi l'indépendance de chacun des deux territoires, à savoir le Sénégal et le Soudan. C'est comme ça que, après cette signature, alors, Modibo et les membres de son gouvernement, qui était composé de 8 ministres, 4 du Soudan et 4 du Sénégal, ont statué sur les principes fondamentaux qui doivent régir le fonctionnement de l'armée fédérale et aussi de l'armée dans chacun de ces territoires. C'est comme ça qu'une commission militaire a été mise en place pour faire des propositions au gouvernement fédéral dans cette perspective. Cette commission fédérale n'avait pas fonction de prendre des décisions, mais plutôt de faire des propositions au gouvernement fédéral. Et ce qui était convenu comme principe de base, c'était de faire en sorte que l'armée qui va être mise en place au nom de la fédération soit une armée qui prenne en considération beaucoup plus les préoccupations du peuple que autre chose. Parce que l'armée héritée de la colonisation, c'était une armée de répression, de maintien d'un pouvoir colonial qui avait d'autres objectifs que l'objectif qui était le peuple. Alors, c'est dans ce contexte, effectivement, qu'il a été dit que
il doit être mis en place un service au niveau des civils, mais en lien avec l'armée, qu'on appelait le service civique, déjà. Et ce service civique devait être formé techniquement au maniement des armes, y compris des armes les plus sophistiquées par les militaires, parce qu'en ce moment, un peuple bien outillé sur le plan militaire peut mieux se défendre que s'il n'a qu'une armée qui doit agir en son nom, et une seule armée qui doit agir en son nom. Alors, donc, ces principes ont été acceptés par le gouvernement fédéral. Donc, chacun des territoires devrait travailler dans ce sens. Mais les informations devaient remonter de chacun de ces territoires-là au niveau du gouvernement fédéral. Mais malheureusement, du côté du gouvernement sénégalais, c'est à partir du Soudan que le gouvernement fédéral était informé de ce qui se passait au niveau du gouvernement sénégalais. Vous voyez déjà comment les choses se passaient. Ce qui a été découvert par la suite, c'est que Mamadou Dia confiait cette tâche-là à l'armée française, au lieu de le faire avec les militaires qui étaient dans l'armée de la fédération. Alors, donc, les choses ont évolué comme ça. Finalement, contrairement à ce qui a été dit, et d'ailleurs je le soutiens dans ce sens-là, les gens avancent souvent la nomination du chef d'état-major général des armées de la fédération comme le prétexte qui a fait exploser la fédération. Non, en réalité, c'est parce que les visions n'étaient pas les mêmes. En termes de conviction politique, les gens, ils n'avaient pas la même vision des choses. Donc, c'est comme ça que, finalement, Modibo a demandé à Mamadou Dia, qui était le président, son adjoint au niveau du gouvernement fédéral, de lui faire une proposition pour la nomination du chef d'état-major général des armées de la fédération. En ce moment, il y avait deux qui avaient le grade le plus élevé dans l'armée fédérale. C'était le colonel Fall et le colonel Abdoulaye Soumaré. Mais le colonel Abdoulaye Soumaré était plus ancien dans ce grade que le colonel Fall. Donc, Mamadou Dia est venu, il a dit à Modibo, bon, je propose que ce soit Fall. Modibo a dit non. S'il est vrai, et je vous renvoie à cela, je n'invente rien, je vous renvoie au discours qu'il a prononcé précisément le 17 septembre 1960 à Bamako, ici, lorsqu'il a voulu faire un compte rendu au bureau politique national et au gouvernement et aux populations maliennes de ce qui en réalité s'est passé et qui explique l'éclatement de la fédération. Dans ce discours, il a bien précisé, il dit que tout avait été acquis. Donc maintenant, pour la nomination du chef d'état-major général, Mamadou Dia a proposé Fall, alors que le colonel Abdoulaye Soumaré, qui était du même grade que Fall, mais était plus ancien. Alors Modibo a dit à Mamadou Dia que mais s'il est vrai qu'on peut fermer les yeux du point de vue de la gestion de l'administration civile sur certaines irrégularités pour mettre certains qui ne méritent pas peut-être mieux que d'autres d'être là où il fallait, mais dans l'armée, il faut éviter ça. Il faut éviter de créer une armée où c'est peut-être le népotisme qui va prévaloir. Donc lui, il propose que ce soit plutôt le colonel Soumaré. Le 23 juillet 1960, au Conseil des ministres, contrairement à ce qu'on a dit, à ce Conseil des ministres-là, la partie sénégalaise n'était pas représentée, qu'il y avait un seul ministre sénégalais, c'est faux. Mamadou Dia était là, à ce Conseil des ministres, le 23 juillet 1960. Et au cours de ce Conseil des ministres, Modibo a posé le problème. Il a écouté tous les ministres qui étaient présents. Tous ont abondé dans le sens de ce que Modibo a dit et ont convaincu Mamadou Dia qu'effectivement, c'est le colonel Soumaré qu'il faut nommer comme chef d'état-major général. Donc, puisque le gouvernement fédéral, dans son unanimité, ayant dépassé le quorum des 2/3, a dit qu'il faut nommer le colonel Soumaré devant Mamadou Dia, alors il n'y avait plus match. Mais quand le décret a été fait, signé par Modibo et que ça devait être consigné par Mamadou Dia, il a refusé. Il a refusé de contresigner. Donc voilà en réalité les choses, parce que la vision qui était dévolue à l'armée n'était pas la même du côté des Soudanais que du côté des Sénégalais. Les Soudanais voulaient que ce soit une armée qui prenne exclusivement en compte les intérêts du peuple de la fédération et non des intérêts extérieurs aux intérêts du peuple. Oui. Et les Sénégalais étaient tout autres. Oui. Alors c'est pourquoi, j'en arrive rapidement, quand la fédération a éclaté, et finalement, nous nous sommes retrouvés chacun de son côté, finalement, qu'est-ce qui a montré en réalité la vision que Modibo et ses compagnons avaient d'une armée? C'était précisément à l'occasion du cadre et de la conférence nationale des cadres de l'armée tenue le 30 octobre 1961 à Bamako,
au cours de laquelle conférence, le slogan doctrinal qui a marqué le tournant dans la gestion et le rôle dévolu à l'armée a été lancé par le général Abdoulaye Soumaré, qui est que l'armée de bâtisseurs doit remplacer l'armée de tueurs. Et l'armée de bâtisseurs, ça veut dire que l'armée, certes, aura pour mission la défense de l'intégrité territoriale, mais aussi doit être un acteur de développement. Et c'est dans ce cadre que l'armée était appelée à intervenir dans tous les secteurs du développement économique autant que les civils. Ils ont construit des ponts, ils ont construit des routes, ils avaient leur champ collectif, ils participaient à toutes les activités dans le cadre de ce qu'on appelle les investissements humains. Donc c'était, et d'ailleurs dans le cadre du premier plan quinquennal qui a commencé le 18 octobre 1961 et qui a pris fin en 1968, il était dit dans les prévisions de ce plan que l'armée doit produire au terme du plan quinquennal les 80% de ses besoins vivriers elle-même, plutôt que d'être à la charge du peuple. Voilà la vision qu'on avait de l'armée. Défenseur de l'intégrité territoriale, mais également acteur de développement. Et ce tournant a été marqué précisément le 30 octobre 1961 à la conférence des cadres de l'armée tenue à Bamako. Merci M. Tekete. Monsieur Soumaré, alors une armée de soldats qui ne sont pas tueurs, qui sont des bâtisseurs. Voilà, une armée qui fait tout pour la défense de l'intégrité territoriale, mais aussi un acteur du développement. Mais aujourd'hui, on entend parler de déliquescence de cette armée. À tort ou à raison, pourquoi selon vous? Bon, déliquescence de l'armée, ça c'est... D'ailleurs, une armée vit plusieurs phases. Et les phases de vie d'une armée sont en conformité le plus souvent avec des données géostratégiques que parfois on ne perçoit pas tout de suite. Et si on ne le perçoit pas, ce qui arrive, c'est qu'on arrive à un moment où on a l'impression que vous... Enfin, le constat que vous venez de nous dire. Vous savez, si vous vivez sous le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, qui ont comme principe, non pas... Parce qu'on avait une armée structurée, hein. Il ne faut pas rigoler avec ça. On avait une armée structurée. Ouais, nous voulons vraiment alors, comprendre qu'est-ce qui fait que... Pourquoi ce qui devait être mis en avant, renforcé, lorsqu'on parle de déliquescence aujourd'hui de l'armée, donc de l'État, mais c'est normal, si l'État n'assure plus sa sécurité, on l'empêche par exemple d'orienter ses budgets dans l'achat des armes. Vous savez, lorsque la France a quitté et qu'on a saboté les engins militaires ici, mais Modibo et les autorités militaires d'alors ont su que ce genre de choses allait arriver. Et pour le prévenir, on a eu des jeunes lieutenants pour assurer au niveau du port de Conakry, j'en dirai pas plus, l'équipement de notre armée avec les faibles moyens que cet État-là avait. J'ai une pensée émue pour le capitaine en cette époque, le lieutenant Amara Danfaga. On avait ce genre de solution. Ce n'est pas avec des milliards qu'on a construit l'armée, non. Avec ce que Daouda vient de dire. Donc, déliquescence de l'armée, c'est un problème qu'on voit dans la plupart d'ailleurs de nos pays, des pays de la sous-région. Mais il faut que nous réinterrogions la politique de Bretton Woods et la manière dont nous définissions par rapport à ça. Est-ce qu'il n'est pas temps de changer de paradigme? Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous maintenant de nous poser les vraies questions? Regardez par exemple, le 3 août 1961, lorsque les autorités d'alors avaient su que nos moyens étaient assez limités, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fonction de la politique de leurs moyens, ils ont décidé de créer ce qu'on appelle des structures d'armes autonomes, des compagnies autonomes, pour occuper presque tout le territoire. On avait des officiers qui étaient
qui étaient à Kati, d'autres qui étaient à Akaï, Kelitigui, d'autres qui étaient à Ségou, Pidana Drabo. Akaï, c'était Balak Koulibaly, numéro 2. On avait tout le monde. Alors, ça, c'est une forme d'organisation, pour moi, qui pouvait même prévenir même les questions que nous vivons actuellement. Puisqu'ils avaient cette tradition-là. Donc, une armée, c'est la volonté. C'est la foi, c'est le civisme, c'est la mystique de la nation, premièrement. Ensuite, les moyens. La mystique de la nation, explique-nous. La nation, c'est quelque chose de sacré. Ok, d'accord. La nation, on est prêt à verser son sang pour ça. D'ailleurs, ces officiers ont fait un sacrifice énorme, y compris les 10 jeunes aspirants sous-lieutenants qui sont venus les rejoindre après, en 1961. Ils ont abandonné tous les avantages. Ils se sont mis au service de ce pays. Alors, il faudrait aussi que nos jeunes soldats, et j'en doute pas, il y en a beaucoup. Quelqu'un nous a prenez l'exemple du capitaine Sékou Traoré. Les événements du capitaine Sékou Traoré. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, que je connais. C'est extraordinaire, ce jeune-là. Alors, voilà, donc ça veut dire qu'il y a de la matière au sein de nos armées. Et cette matière-là, on l'a héritée. Est-ce que vous savez que lorsque on était au front, lorsque nos pères, là, ils ont tous fait le front, hein, la plupart des premiers officiers sont tous venus d'Indochine. Mais ils ont vécu toutes sortes de choses là-bas. Ils avaient la possibilité d'avoir toutes sortes d'avantages. Alors, donc, c'est cet esprit-là, sans rentrer dans trop de détails, il faudrait... Par exemple, moi, je comprends la nécessité aujourd'hui, non pas de mettre des milliards, mais d'investir sur l'homme. D'accord. Nous aurons certainement le temps de revenir à vous par rapport à vos recommandations, par rapport à vos pistes de solutions pour notre armée. Juste le temps de demander à M. Koulibaly. Alors, on entend parler aujourd'hui quand même des forces étrangères chez nous, des forces qu'on est en train de renforcer par des hommes, par des équipements, tout ça pour que nous puissions récupérer notre souveraineté, pour que nous puissions connaître la sécurité. Bref, la sécurité finalement, est-elle seulement militaire? Et merci pour votre question. Vous le savez, cette question, moi je vais la situer dans deux contextes. Parce qu'il faut savoir l'origine de tout cela pour pouvoir bien discerner là où nous sommes aujourd'hui. Et la solution normale, c'est-à-dire que les choses qui doivent s'appliquer dans un état normal, et la solution pour les colonies. Parce qu'il ne faut pas s'élérer. Si vous voyez aujourd'hui que nous avons hérité de cette armée, ils viennent de le dire, c'est par rapport au bravoure, à la sincérité, au patriotisme de nos pères d'indépendance. Cette situation, celui qui a fait une belle analyse va se rendre compte que tôt ou tard, on allait tomber ici, par rapport au discours même du premier président, notre premier président, que son âme repose en paix. Il dit que j'ai chassé l'ennemi, mais ils sont derrière le mur, mais un jour ils vont venir, quand ils auront la chance. Donc, cette situation, ce n'est pas surprenant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le diagnostic a été fait, mais les gens aujourd'hui refusent de faire le bilan. Le bilan, c'est quoi? C'est qu'il faut faire l'autocritique. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qu'il faut faire à partir de là? Bon, en faisant ce bilan, certains savent exactement leur sort en avance. Il vient de le dire. On n'a pas besoin d'investir des milliards aujourd'hui. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas du tout la solution. Pourquoi on ne peut pas recruter massivement? Massivement, je dis. On dit aujourd'hui, les trois pays, le Niger, le Mali, le Burkina, qu'il y a un problème au niveau des frontières de ces trois zones-là. Que le Mali recrute 50 000, les deux autres pays 50 000. Nous avons combien? Et c'est eux qui nous disent que le problème que nous avons aujourd'hui, ce sont des gens qui sont entre 2500 et 3000.
Et tous les troupes ensemble qui sont là, 30 000. 30 000 contre 3 000. On ne parvient pas à arriver au bout de ces 3 000 personnes. Donc, il faut se poser des questions. Un. De deux, quand on fait le bilan financier, combien de milliards ont été dépensés ces 10 dernières années? Combien de formations ont eu lieu ces 10 dernières années? Mais c'est-à-dire que où sont les gens qui doivent poser ces questions-là? C'est pourquoi on dit que la sécurité, ça ne vient pas d'abord même de l'armée, la sécurité vient de l'économie d'abord. Et nous, on ne fait même pas de l'économie dans une colonie. C'est pourquoi j'ai dit, la dimension normale, c'est que dans un pays, c'est le triangle de la souveraineté. L'armée, la monnaie et le droit. Et vous avez vu, qu'est-ce qui marche parmi ces trois ici chez nous? Et normalement, c'est comme une table à 3 pieds. Même si on casse un pied, la table ne sera pas en équilibre. Mais chez nous, on a cassé combien? Notre monnaie, ce n'est pas notre monnaie. Et l'armée, grâce, comme je l'ai dit, à nos pères d'indépendance, ont pu créer l'armée jusqu'ici. Aujourd'hui, ils ont eu raison sur cette armée. Qu'est-ce qui nous reste? La justice, vous le connaissez mieux que moi. Donc, quand vous regardez les choses, c'est que les choses sont venues de très loin. Nous avons été envahis. On nous a engagés dans la guerre il y a 600 ans de cela, par les Occidentaux. C'est-à-dire ceux-là qui pensent qu'ils sont la race supérieure. Et maintenant, dans notre cas spécifique, on va prendre un seul pays qui, jusqu'au XXIe siècle aujourd'hui, est le seul restant qui continue la colonisation, la France. Et si vous voyez que nous sommes dans cette situation, c'est parce que si nous réussissons à nous débarrasser d'elle, c'est elle qui va revenir dans cette situation. Donc aujourd'hui, c'est une question de survie que les gens sont en train de négliger. C'est parce que moi je dis, pour vraiment sortir, vous allez juste voir les différents discours des différents présidents, en commençant par De Gaulle, qui dit que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Vous allez venir à François Mitterrand, qui dit que chaque 1 franc investi en Afrique rapporte 2, 3, 4 francs. François Mitterrand qui dit que les Français doivent savoir que tout l'argent qui sont dans leur porte-monnaie proviennent généralement et totalement presque de l'Afrique. Et il est temps de les restituer, certains de ces argents, pas par générosité, mais par justice. D'accord. Maintenant, nous acheminons carrément vers la fin. Savez-vous qu'il ne nous reste plus que 6 minutes. 6 minutes. Donc, M. Koulibaly, pendant que vous avez la parole en 1 minute, pouvez-vous nous dire votre dernier mot par rapport à l'armée malienne? Bon, mon dernier mot par rapport à l'armée malienne, c'est que l'armée est là normalement au service du peuple et des dirigeants. Mais que ces dirigeants-là aient le courage, qu'ils soient des patriotes, pour mettre cette armée-là au service du peuple. Nous avons des éléments, nous avons des gens qui sont vraiment des patriotes. Ils peuvent servir ce pays. Mais malheureusement, il n'y a pas la volonté politique. Donc vraiment, on fait appel à ces gens-là qui aient du courage pour avoir cette volonté politique. Merci, M. Koulibaly. M. Tekete. Oui, moi je dis plutôt que je suis en phase avec Soumaré quand il dit que ce n'est pas obligatoirement une question de moyens, mais plutôt il faut investir dans l'homme. Il faut investir dans l'homme. Je pense que nous avons déjà toutes les possibilités. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher des théories ou bien des possibilités ailleurs. Tout est déjà là chez nous. Il n'y a qu'à fouiller dans notre histoire pour savoir que nous disposons de tout ce qu'il nous faut aujourd'hui pour travailler beaucoup plus sur l'homme, pas seulement au niveau de l'armée, mais au niveau de l'homme même en général au Mali. Parce que les recommandations de la conférence des cadres de l'armée qui s'est tenue le 30 octobre ici, qui a marqué un tournant dans l'orientation de l'armée malienne par rapport à l'armée classique héritée de la colonisation, les documents sont encore là. Fouillons dedans. Pourquoi? Parce que c'est cette conférence-là qui a recommandé, y compris la création de l'école militaire interarmée du Kati, qui a été créée le 1er octobre 1962 et qui a formé des hommes de qualité. Je pense par exemple à feu le général Brahima Siré Traoré, qui est sorti de l'EMIA en 1966 et qui a été envoyé par le gouvernement malien de l'époque en Union soviétique pour apprendre à être pilote militaire.
Mais il a fait des prouesses aujourd'hui qui sont rentrées dans la légende de l'armée malienne. Quand, je vais taire le nom de l'intéressé, quand quelqu'un disait que devant il y a eu des démonstrations avec nos MiG, hein, devant des spécialistes israéliens qui ont dit que ce n'est qu'en Israël qui croyait voir de telles possibilités. Au niveau des avions, vous savez qui était dans cet avion-là ce jour-là? C'était le général Brahima Sélé Traoré. Brahima Sélé Traoré. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il partage cette connaissance qu'il avait avec les jeunes? Mais plutôt, on n'a fait que penser que c'est en mettant des milliards dans l'armée que l'on peut... Oui, c'est vrai qu'il faut équiper, mais il faut aussi surtout investir dans l'homme. Hein? Et je pense que c'est à ce seul prix que nous allons nous en sortir. Merci. Monsieur Tekete, monsieur... Voilà, vraiment, je crois que, même si ça a été court, je crois que l'essentiel a été dit. Et vous savez, le séminaire même du 5 mars 1963, il y a eu aussi un autre séminaire. Donc, vous voyez, dans cette période-là, il y avait deux grandes réunions, celui d'octobre et celui du 5 mars aussi. C'est la dimension envoyer des gens en Afrique pour les aider. Hein? Ils ont été en Afrique du Sud, un peu partout. Et ça aussi, ça fait partie de notre héritage. Maintenant, la situation actuelle est assez délicate. Actuellement, nous vivons une période de notre histoire qui fait que, après les événements de 2012, nous avons connu les événements de Serval. Actuellement, c'est une autre situation, un autre contexte qui fait que aujourd'hui nous avons l'armée française ici. Nous avons depuis cette période-là de Serval. Et nous avons signé également des accords de coopération hein, depuis juillet 2014. Donc, nous vivons un autre temps de notre histoire militaire. Maintenant, quelle est notre capacité à comprendre ce temps et à l'utiliser au profit de nos intérêts? Quelle est cette capacité? Il est utile aujourd'hui, à l'instar des séminaires que nous avons connus, conférence des cadres en octobre, séminaire en mars, qu'il y ait au moins un cénacle où la doctrine ou une autre conception, peut-être qu'il y a certainement une conception, qu'on puisse y réfléchir, qu'on puisse déclamer comment nous voyons notre sécurité à la fois intérieure et extérieure face à ce que nous vivons. Mais que ce ne soit pas une période il faudrait que, et je crois que la société civile est en train de le faire, il faudrait maintenant un grand, j'allais dire, aggiornamento de cette conception, de la situation dans laquelle nous sommes. Et ce n'est pas une parole de diplomate. D'accord. Voilà. Merci, monsieur Soumaré. Mesdames, messieurs, vous suiviez l'émission Théma d'Africable Télévision qui ce soir parlait des leçons du 20 janvier avec monsieur Daouda Tekete, journaliste, écrivain, auteur de plusieurs publications, dont Modibo Keïta, portrait inédit du président. Monsieur Birahim Soumaré était notre deuxième invité. Il est spécialiste des relations internationales, diplômé de l'IRIS, Institut des relations internationales et stratégiques de Paris, président du Moucham, Mouvement pour l'unité et le changement au Mali. Je vous informe de passage que M. Birahim Soumaré est le fils du feu général Soumaré. Et enfin, nous étions avec M. Mamari Biton Koulibaly, économiste, chercheur, porte-parole du mouvement Philadelphia Kibarou. Pour ma part, ce fut un plaisir. Nous nous donnons rendez-vous vendredi prochain pour une autre émission Théma. Portez-vous bien et passez un excellent week-end. Merci. Thank you.